Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. Le sommet Ligue arabe-Union européenne, rencontre qui s'est déroulée en Égypte à Sharm el-Cheikh. Sommet inédit destiné à promouvoir la coopération entre les deux régions voisines. Ratification de l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine par le Maroc. Ne reste à présent qu'une étape à franchir de ratification pour permettre son entrée en vigueur. Et puis le concours Miss Curvy Ouganda suscite la polémique destinée aux candidates rondes pour promouvoir l'industrie du tourisme en Ouganda. Il a été jugé dégradant par des associations féminines qui réclament désormais son annulation. Mais tout d'abord, au Sénégal, le chef de l'État sortant Macky Sall est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle selon les résultats provisoires dévoilés ce jeudi 28 février 2019 par la Commission nationale de recensement des votes avec 58,27% des voix devant Idrissa Seck, arrivé second avec 20,50% des suffrages. Donc, pour un taux de participation de 66,23%. On écoute à ce propos Demba Kandji, le président de la Commission nationale de recensement des votes. Nombre de votants, 4 426 344. Nombre de bulletins nuls, 42 465. Nombre de suffrages valablement exprimés, 4 383 879, répartis comme suit. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Et je signale que le taux de participation est de 66,23%. pour dire que les Sénégalais ont massivement voté. Je vous remercie. Au Bénin, cette liste, dont 5 de la mouvance présidentielle, ont été annoncées aux prochaines législatives du 28 avril 2019. Parmi cette liste, l'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon. Ce dernier a déposé son dossier sans le certificat de conformité, tandis que le Parti restauré l'espoir de Candide Azanaï et la FCBE de l'ancien chef d'État Boni Yayi n'ont pas déposé de dossier, faute notamment de certificat de conformité. La FCBE dénonce une exclusion programmée et a par ailleurs annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle fera tout pour participer au scrutin. L'Égypte a accueilli le premier sommet entre les dirigeants de l'Union européenne et la Ligue arabe ce dimanche 24 et lundi 25 février à Sharm el-Cheikh. La coopération économique entre l'Europe et les pays arabes, les défis mondiaux ainsi que les questions régionales étaient au cœur de cette rencontre. Les précisions avec Vina Noudin. Premier sommet entre l'Union européenne et la Ligue arabe. Il s'est déroulé ce 24 et 25 février 2019 en Égypte. Le thème, investir dans la stabilité. Plus de 50 dirigeants de pays arabes et européens ont échangé sur les moyens à mettre en œuvre pour le partenariat et la coopération entre les deux régions. Il existe un réel désir parmi les 28 pays européens participants et les 22 pays arabes. Ce désir est de faire de ce sommet un véritable début pour la stabilité et le développement vigoureux de la région arabe, avec la coopération avec l'Union européenne. Ce sommet, présenté comme historique, a tourné autour de divers enjeux, menés à bien des objectifs communs, la prospérité, la stabilité et la paix. La lutte contre le terrorisme était d'ailleurs au cœur des discussions. L'enjeu de ce sommet est de réussir à mettre l'accent sur notre partenariat en ce qui concerne les relations économiques, notre travail commun par exemple sur la Palestine et la paix entre Israël et la Palestine et entre Israël et le monde arabe en redynamisant les deux, réussir à adopter une approche commune sur le conflit en Syrie, sur le conflit au Yémen, tenter de mettre pleinement en œuvre l'accord de Stockholm et un travail commun sur la Libye. L'événement a été marqué par un fort investissement de l'Allemagne, représenté par sa chancelière Angela Merkel. Dans leur déclaration finale, l'Union européenne et la Ligue arabe font référence explicite au droit international comme ligne rouge de la question israélo-arabe.
En Centrafrique, le nouveau Premier ministre Firmin Grebada a pris ses fonctions ce 27 février 2019. Sa nomination fait partie de l'accord de paix et de réconciliation paraphé à Khartoum et signé à Bangui le 6 février. Firmin Grebada remplace donc l'ancien chef du gouvernement démissionnaire, Mathieu Sarandji. Il sera chargé de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale et de travailler dans le domaine du relèvement économique. Le texte établissant la zone de libre-échange continentale africaine a été acté et entériné par le Maroc. Ce marché de 1,2 milliard d'habitants a pour objectif de booster les échanges interafricains de 18% actuellement à 51% à l'horizon 2022. À terme, la ZLECAf deviendra une zone tripartite de libre-échange. Explication Mariama Dramé. Plus que 2 ratifications pour l'adoption de la zone de libre-échange continentale africaine. Une année après son adoption à Kigali, au Rwanda, la ZLECAf fait bien des progrès. Ce 23 février, le Maroc a ratifié ce texte, le rapprochant encore plus près d'une adoption au cours de cette année. Ceci va permettre à un certain nombre de secteurs de se déployer tant au nord qu'au sud de la Méditerranée et surtout, ceci va permettre aux échanges africains, intra-africains, de redevenir ce qu'ils étaient du temps de nos grands-parents, quand tous ces échanges étaient extrêmement puissants et extrêmement forts, et dire que mon arrière-grand-père allait à Tombouctou faire ses études pour pouvoir enseigner le droit à Sfax en Tunisie. Avec la ZLECAf, 90% des échanges de biens seront dégrevés des droits de douane, mais pas que. À terme, les 84 000 kilomètres de frontières qui existent actuellement en Afrique devront disparaître. L'arrivée du royaume chérifien dans le grand marché de la ZLECAf confirme les assurances de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Les avancées enregistrées s'agissant de la zone de libre-échange sont particulièrement encourageantes. Les 6 pays qui n'ont pas encore signé cet instrument doivent le faire dans les délais les plus brefs et ceux qui ont déjà franchi ce pas concluront rapidement les procédures de ratification. Pour entrer en vigueur, cet accord signé lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine le 31 mars 2018 à Kigali devrait être ratifié par 22 membres sur les 44 États signataires et ainsi déclencher le seuil d'entrée en vigueur de ce vaste marché de 1,2 milliard d'habitants censé faire porter le commerce intra-africain de 18% actuellement à 51% à l'horizon 2022. Les investissements du gouvernement guinéen dans les PME ont porté leurs fruits selon le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Un répertoire a été créé pour plus de 1500 PME dans divers secteurs et plus de 2000 emplois ont été générés. Par ailleurs, 730 femmes et jeunes dirigeants ont également été formés en gestion d'entreprise. Les précisions, Aïssatou Bari. Depuis 2011, le gouvernement guinéen a mis à la disposition de 560 micro-entreprises la somme d'1,2 million de dollars selon le ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Un appui qui a généré 2124 emplois en faveur des jeunes et des femmes dans différents secteurs de l'économie. Cette performance est imputable à l'amélioration du climat des affaires selon les autorités. Aujourd'hui, si les investisseurs se bousculent à la porte de notre pays, c'est parce que les conditions de sécurité ont été créées sous l'impulsion du président de la République. Il y a eu le nouveau code des investissements et l'instauration d'un dialogue public-privé qui permet de créer un pont entre les décideurs politiques et les acteurs économiques. Dans sa politique de faire du secteur privé une locomotive de la croissance, le gouvernement a mis l'accent sur la formation. Un programme de formation de 730 dirigeants de petites et moyennes entreprises a été initié afin de les rendre plus compétitives pour répondre aux besoins du marché. Le climat des affaires s'est nettement amélioré en Guinée en ce qui concerne la création d'entreprises. Cependant, l'impôt sur les sociétés, c'est pratiquement 35% du bénéfice, ce qui est nettement énorme pour les entreprises qui démarrent. Et si les intérêts de toutes les PME étaient garantis, je pense que ça encouragerait encore beaucoup plus de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans l'exécution du nouveau code des investissements, le gouvernement prévoit de décaisser 28 milliards de francs guinéens, soit environ 3 millions de dollars, au profit de 279 entreprises. 21 500 emplois en faveur des jeunes et des femmes seront également créés. Les militants ougandais continuent de réclamer l'annulation d'un concours de beauté destiné à promouvoir le tourisme. Miss Curvy Ouganda a suscité l'indignation au début de ce mois de février. Pour certains, ce concours objectifie les femmes et favorise le tourisme sexuel. Corinne Camdem.
Le ministre du Tourisme ougandais Godfrey Kiwanda a provoqué l'indignation en dévoilant mercredi 20 février le concours Miss Curvy Ouganda comprenait Miss Courbe Ouganda. Pour justifier l'organisation de ce concours, il a affirmé que les femmes ougandaises aux formes généreuses devaient être utilisées comme une stratégie pour stimuler l'industrie du tourisme. Pour les militants des droits des femmes, ce concours est une objectivation des femmes financée par l'État. Certaines réclament aujourd'hui la démission du ministre Kiwanda. Nous considérons ça comme une chose déshumanisante, dégradante et méprisable pour les femmes, parce que les femmes ne sont pas des artefacts culturels qui peuvent servir en tant que produits touristiques. L'Ouganda est doté d'une nature abondante et dispose de produits qui peuvent être développés. Mais nos femmes ne sont pas des produits. Nous considérons donc cela comme une objectivation sexuelle des femmes et c'est pourquoi nous nous y opposons fermement. Plus de 1000 personnes ont signé une pétition en ligne appelant le ministère du Tourisme à abandonner le concours et à présenter ses excuses au public. De son côté, Anne Mungoma, la directrice de Miss Curvy Ouganda, défend l'événement. Pour elle, l'initiative du gouvernement a été mal interprétée par la population ougandaise. Ce concours aurait pour objectif de célébrer les femmes voluptueuses et les encourager à s'assumer dans cette ère où le dictat de la minceur prévaut. Quand ce concours de Miss Curvy a été annoncé, je me suis sentie appréciée parce que je pouvais maintenant dire que je suis une femme voluptueuse et plus une femme en surpoids. Avant, je me considérais en surpoids car c'est l'étiquette que la société m'attribuait. Des critiques affirment que des femmes et des filles vulnérables sont déjà victimes de la traite depuis l'Ouganda à l'étranger à des fins sexuelles et que le ministère du Tourisme encouragerait l'exploitation sexuelle commerciale des femmes et des filles chez elles avec l'organisation de ce concours. Un activiste des droits de l'homme a porté plainte contre le ministre du Tourisme et les organisateurs du concours, affirmant que le concours était dégradant et discriminatoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.